Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Rencontre tripartite gouvernement, syndicats, patronat. Les centrales syndicales ont réitéré leur doléance au gouvernement. Le Premier ministre Ousmane Sonko dit avoir entendu complaintes des syndicalistes mais appelle à la responsabilité. Célébration de la journée internationale des langues nationales. Le ministère de l'Éducation, à travers donc la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, rappelle l'importance des langues nationales et estime que l'État du Sénégal s'engage à mieux promouvoir nos langues. Hajj 2025, 1860 pèlerins vont se rendre à la Mecque cette année. Au hangar du pèlerin, l'heure et au dernier réglage, la visite médicale, mais également les enseignements sur les étapes clés du Hajj au programme. Le reportage du jour va nous mener au marché HLM. Le Ramadan, c'est dans peut-être quelques heures. Certaines femmes renouvellent déjà leurs ustensiles, mais chez les commerçants, ce n'est pas encore le grand rush. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Rencontre tripartite, gouvernement, syndicats, patronat. Les centrales syndicales n'ont pas manqué de mettre sur la table leurs doléances et demander le respect des accords signés. Le gouvernement, de son côté, exprime sa volonté de dialoguer avec les syndicats et s'engage à résoudre progressivement les problèmes des travailleurs. C'est un contrat de signé Mamoud Lamine Fati et Barson. Une rencontre tripartite s'est tenue pour débattre des questions actuelles liées au monde du travail. Élèves, étudiants, travailleurs, patronat et gouvernement ont pris part aux discussions, mettant en avant le dialogue social et la négociation collective. Nous ne voulons plus être les otages de ces conflits. Nous ne voulons plus voir nos années scolaires amputées par des interruptions qui nous échappent. Nous comprenons les revendications des enseignants. Nous respectons leur engagement et leur combat pour de meilleures conditions de travail. Mais nous, encore une fois élèves, avons un message très clair. Nous voulons apprendre, nous avons le droit d'apprendre. L'éducation est notre bien le plus précieux. Elle ne peut plus être prise en otage. À l'État, Monsieur le Premier ministre, nous lançons un appel solennel. L'éducation n'est pas une dépense, c'est un investissement. Les représentants des secteurs de l'éducation, de la santé et de la fonction publique, entre autres, se sont succédés pour exprimer leurs doléances sociales auprès du gouvernement. Nous avons signé un pacte de confiance. Ce PV, il l'a signé, nous l'avons signé le 16 décembre. Et dans ce PV, il était dit que le surlendemain, 18 décembre, le décret avait été signé. Et ma question, c'est, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous avez fait de cet engagement que le ministre secrétaire général du gouvernement a signé avec le SAES le 16 décembre? Nous avons signé des accords depuis le 22 mai 2022 et jusqu'à présent, il y a effectivement beaucoup de développement. Il y a des accords qui sont encore en suspens. Et si les camarades sont dans la rue, c'est parce que premièrement, sur la question de l'augmentation, pour ne pas dire des augmentations de salaire, il y a une catégorie qui est considérée comme des agents. Donc, non cadres de la santé, qui sont dans les établissements publics de santé pour la plupart, qui n'ont pas perçu le moindre sou depuis fin mai 2022. Dans beaucoup de départements ministériels, nous enregistrons des licenciements. Dans beaucoup d'entreprises du secteur public, nous avons des licenciements. Nous voulons appeler à un dialogue social qui tente de trouver des solutions à toutes ces difficultés du monde du travail. Le patronat également présent a été représenté par Beidi Anne qui a pris la parole en leur nom. Pour l'entreprise, le dialogue public-privé constructif est un impératif. Le Sénégal ne peut construire sa souveraineté économique sans son secteur privé national.
sans ces énergies nationales productrices de richesse, les relations entre l'État stratège et sa grande famille d'entrepreneurs nationaux doivent être bâties sur la confiance, l'engagement, la solidarité, la transparence et le respect mutuel. Cette grande rencontre tripartite avait pour objectif d'examiner les revendications des organisations syndicales, notamment en ce qui concerne le respect des accords signés. Le gouvernement s'est engagé à une résolution progressive de ces revendications afin d'instaurer un climat social apaisé et à signer les accords le 1er mai 2025. Mamadou Lamine Fati, le Premier ministre, invite également les syndicats à la responsabilité et les invite à suspendre temporairement les grèves et de se concentrer sur le travail pour l'avenir du pays. Ousmane Sonko, que nous écoutons. Le plus important, moi, il nous faut un sursaut. Donc nous tous, nous avons une part de responsabilité. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est plus important, il nous faut un sursaut. Et pour qu'on puisse le faire, il faut qu'on puisse mettre en avant l'intérêt du pays, qu'on puisse sortir de la logique des urgences. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est doyen Modou Guiro, il rappelait ce qu'il avait dit lors de la remise des cahiers de doléances sur des urgences. Je l'avais dit lors de mon discours de politique générale. Tu ne peux rien construire de durable, de solide, sous la pression et les urgences. La construction d'un pays passe par la planification à moyen et long terme. Aucun pays ne s'est construit en 3 jours ou en 5 ans. Le Sénégal ne doit pas être dans une situation où tout doit être réglé immédiatement. On s'est battu, c'est vrai, pour arriver ici. Mais tous ceux qui sont là, ce ne sont pas l'ensemble des travailleurs. C'est un échantillon des travailleurs. La notion de travailleurs est plus large de ceux qui perçoivent leur salaire. Tous ceux qui se lèvent tous les matins pour gagner leur vie, c'est des travailleurs. Ce qu'on voudrait, c'est faire de telle sorte, prendre en main notre pays, revoir encore la situation du pays, faire de la transparence. Et à partir de ce moment, puisse le mettre dans les rails de l'émergence pour toujours. Il faut savoir, des gens sont morts pour qu'on puisse arriver à cela. D'autres ont perdu leur travail. D'autres ont vu la dislocation de leur famille. D'autres sont en prison ou bien ont passé en prison. Et toutes ces personnes-là font partie de cela. Donc il faudrait qu'on puisse faire preuve de dépassement. Le Premier ministre a également appelé en sursaut. Selon Ousmane Sonko, les revendications sont légitimes, mais l'État ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Il invite les syndicats à ne pas user de la pression. Le Premier ministre Ousmane Sonko, que nous écoutons. Nous toog waxtaan ci suñu modèle. Suñu modèle bi ñu amoon am na lu ci baax waaye bëri na lu ci baaxul. Aucun pays n'a décollé sans consensus fort. Il peut y avoir que 2 choses. Les pays qui ont décollé ces dernières années, c'est des pays où les libertés ont été réduites. Je ne veux pas citer de nom, mais allez dans les pays asiatiques, ou les pays arabes, ou partout ailleurs. C'est des pays où les libertés ont été réduites, pour ne pas dire complètement annulées. Liberté politique, liberté d'association, liberté syndicale, ce qui a laissé une marge pour que les gens puissent dérouler. Nous, on est une démocratie et c'est tant mieux. Il y a des libertés et des droits qui sont consacrés et c'est tant mieux. Mais plus qu'il y a de liberté et plus il y a de droits, plus il doit y avoir de la responsabilité. Parce que ça va avec. Et c'est pourquoi ce modèle, on doit en discuter et se dire la vérité. Voir ce que chaque parti peut supporter ou ne pas supporter. Ce qu'on peut régler tout de suite et maintenant, tout ça avec le ministre de la fonction publique, on aura à décider. Tous les actes que nous aurons à prendre, nous allons les prendre. Mais ça va s'intégrer dans le cadre du dialogue qu'on vient d'ouvrir. Que ce soit dans l'enseignement supérieur, la santé ou l'éducation nationale, il y a des choses qui doivent rapidement avancer. Et ça concerne aussi les autres travailleurs qui ont pris la parole. Ce qui reste maintenant, c'est de l'inscrire et d'abandonner l'esprit de grève ou ce genre-là, de le poser pour un temps et de se focaliser sur le travail. Tant mieux. Il y a des libertés et des droits qui sont consacrés et c'est tant mieux. Mais plus il y a de liberté et plus il y a de droits, plus il doit y avoir de la responsabilité.
Célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, le ministère de l'Éducation nationale a remis 3 nouveaux décrets de codification de la langue nationale aux communautés, selon le directeur de l'alphabétisation et des langues nationales. Les langues maternelles sont d'une importance capitale. L'État s'est engagé à les promouvoir davantage. Alioune Fall est le directeur de l'alphabétisation et des langues nationales, est ici au micro de Babacar Seck. Parce que vous savez bien que la codification des langues est très importante. Ça accorde une certaine dignité à ces langues-là. Et au moment où nous parlons, nous avons 22 langues donc, qui ont été codifiées. Alors, et depuis 2013, ces langues attendent, ces communautés attendent. Et aujourd'hui, nous avons, à l'occasion de ce 25e anniversaire de la JLM, nous en avons profité pour au moins remettre à ces communautés, à l'Ondout, le Palor et le Kandiat. Ce sont les communautés qui aujourd'hui ont reçu le décret donc, de signature de la codification qu'ils attendaient depuis 2013. Et normalement, on aurait pu les remettre aujourd'hui, mais il y a eu quelques retards. Et nous allons nous y atteler et nous voudrions que toutes les langues qui sont présentes au Sénégal non seulement soient codifiées, mais aussi que ces langues, que les locuteurs de ces langues-là puissent être alphabétisés et qu'on enseigne ces langues-là à leurs enfants pour promouvoir leur culture, pour promouvoir leur langue maternelle et asseoir vraiment cette diversité linguistique. Hajj 2025, 1860 pèlerins vont se rendre à la Mecque cette année. L'heure est aux visites médicales et aux enseignements des étapes du 5e pilier de l'islam. Le constat est que plusieurs futurs pèlerins ne sont pas en capacité de rejoindre le lieu saint de l'islam, selon les médecins qui mesurent l'impact de la greffe du SAMES dans le processus. Satou Diba et Mafalfal pour le compte-rendu. Le hangar des pèlerins situé au centre-ville de Dakar reçoit du monde. Les futurs pèlerins sont soumis à la traditionnelle visite médicale. L'État s'active pour assurer une parfaite organisation du pèlerinage. Notre rôle est d'enseigner aux pèlerins pourquoi un musulman doit aller à la Mecque et de leur faire connaître les différents aspects de l'islam. Nous leur apprenons ce qu'un pèlerin doit faire ou ne pas faire. Cet enseignement a lieu du lundi au vendredi. Nous passons à la pratique les mercredis et les samedis. Nous leur montrons également la Kaaba afin de leur expliquer comment effectuer le tawaf, que ce soit un homme ou une femme. L'état de santé de plusieurs futurs pèlerins ne leur permet de voyager. Selon Dr Baye Moussa Samba, la grève du SAMES a fortement impacté les visites médicales. Durant ces visites, en fait, ce que nous essayons de faire, c'est de mettre le candidat au futur pèlerinage, de le mettre dans les meilleures conditions physiques, psychologiques, médicales, pour pouvoir affronter l'épreuve du Hajj et pour pouvoir faire son Hajj normalement. Ils sont en train de se voir avec le syndicat, peut-être de faire une dérogation par rapport aux visites médicales d'habitude. Donc je pense qu'ils vont discuter avec notre syndicat. Mais tous les médecins se plient derrière les décisions du syndicat. Alors si le syndicat nous autorise de travailler, on le fera. Si le syndicat nous dit que nous sommes en grève, nous nous abstiendrons de travailler. Cette mère de famille va accomplir cette année le 5e pilier de l'islam. Elle ne cache pas sa joie. Je suis très contente et je prie que Dieu nous accompagne en paix et nous fasse revenir en paix aussi et que toutes les prières soient exaucées. Le hangar des pèlerins situé en centre-ville continue de refuser du monde dans le cadre des préparatifs pour le pèlerinage à la Mecque édition 2025. Le gouvernement compte tout mettre en œuvre pour assurer une bonne organisation du pèlerinage. Le site d'information Dakar Actu, victime d'une cyberattaque. Dakar Actu est presque inaccessible selon la directrice de
la directrice de publication depuis ce matin. Quelques articles ont pu être publiés. Même chose également pour le site internet Seneweb, victime lui aussi depuis quelque temps de cyberattaques. Ces deux sites d'information sont donc victimes de cyberattaques. Pour Dakaractu, une solution provisoire a été trouvée. La mise en place d'une chaîne WhatsApp pour continuer à informer leurs fidèles, donc internautes, mais également lecteurs de Dakaractu. Et donc, Seneweb victime de cyberattaques depuis quelque temps. Institutions et législation de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a abrité une table ronde. La thématique retenue cette année est les bénéficiaires effectifs des sociétés extractives au Sénégal. Les échanges ont pour objectif d'analyser les obligations légales liées à la déclaration des bénéficiaires effectifs dans le secteur extractif et d'identifier les défis et qui freinent leur mise en œuvre. Voici Moustapha Fall, il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est ici au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Définir le bénéficiaire effectif n'est pas simple parce que ici on cherche à identifier la personne physique qui tire en dernier ressort bénéfice de l'activité économique de la société. Et à partir de ce moment, dans le secteur minier, pétrolier et gazier, il y a un décret de 2019 qui met en place un registre des bénéficiaires effectifs. Mais dans ce décret, on a défini la notion de bénéficiaire effectif à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que toute personne physique qui détient plus de 2% du capital de la société est considérée comme un bénéficiaire effectif. La deuxième approche aussi, c'est que est considérée comme bénéficiaire effectif toute personne physique qui contrôle la société. Et il y a un troisième niveau aussi, c'est que parfois il peut y arriver, par le jeu de la détention et par le jeu du contrôle, qu'on ne parvient pas à connaître la personne physique qui contrôle l'activité dans la société. À partir de ce moment, on considère la personne qui occupe la position la plus importante comme le bénéficiaire effectif. Maintenant, il faut comprendre la finalité de l'identification du bénéficiaire effectif. La première finalité, c'est pour lutter contre la corruption. Parce qu'on a considéré que dans le secteur des ressources naturelles, c'est un secteur très exposé à la corruption. Vous avez suivi à l'international beaucoup de scandales, Panama Papers, Paradise Papers. En réalité, la plupart des pertes de recettes, les flux financiers illicites proviennent de ce secteur des ressources naturelles. L'autre finalité importante, c'est que c'est un outil qui peut permettre à l'État de connaître qui contrôle en vérité son économie nationale et aussi pour l'État de mobiliser ses ressources domestiques. Parce que si aujourd'hui l'administration fiscale parvient à avoir des renseignements par rapport aux sociétés extractives en termes surtout de bénéficiaires réels, ça permet plus de pouvoir taxer. Parce que bon, vous avez des sociétés qui peuvent être possédées par des banques et des banques possédées par des fonds d'investissement. Donc la chaîne de propriété parfois peut être complexe parce que c'est des montages juridiques assez compliqués. Ça peut être des sociétés anonymes, ça peut être des trusts, ça peut être des fiducies, etc. Et donc, il y a un enjeu réel pour l'État de connaître qui se cache derrière ces sociétés-là afin de pouvoir mieux mobiliser ses recettes fiscales. L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie lance le concept BNN EcoFridge pour les réfrigérateurs et les climatiseurs. Objectif, promouvoir les équipements de froid efficaces en énergie et respectueux de l'environnement. Mam Koumandiaï est la directrice générale de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Et est ici au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. EcoFridge est un nouveau concept, une déclinaison même, on dirait, du grand programme, le programme global EcoFridge Sénégal. L'avantage de ce nouveau concept, c'est que c'est des procédures accélérées pour disposer des équipements de refroidissement efficaces, notamment les réfrigérateurs et les climatiseurs. L'autre avantage, c'est qu'en disposant d'équipements de refroidissement efficaces et respectueux de l'environnement, on fait de l'économie financière sur ces dépenses d'électricité mensuelles. Aujourd'hui, comme on le sait, la plupart des ménages sénégalais utilisent des équipements qui n'ont pas les meilleures performances énergétiques
Et dans certains cas aussi, c'est souvent des équipements de seconde main. Et ça grève énormément leur budget en termes de dépenses d'électricité. Et Ecofridge Sénégal vient les accompagner. C'est vraiment un programme pour accompagner nos chers ménages sénégalais. Non seulement à avoir accès à des équipements de haute performance énergétique, des équipements tout neufs qui ont fait toutes les procédures de certification, autant au niveau national qu'international, certification d'efficacité énergétique, certification environnementale et toute autre certification nécessaire pour garantir des économies d'énergie et des économies financières. Et ça va leur permettre ainsi réellement de réduire tout ce qu'ils dépensaient en matière d'électricité pour les consommations de froid alimentaire, mais aussi de climatisation. Reportage au marché HLM à la veille du Ramadan. Beaucoup de femmes renouvellent donc leur ustensile de cuisine, mais cette année, la conjoncture semble freiner leur élan. Constat donc des vendeurs. C'est un sujet de Deyadifal. Sous un soleil éclatant, le marché HLM est dans une effervescence particulière. Clients et commerçants se croisent dans un balai incessant. Ils se livrent à des marchandages interminables. Avec des éclats de rire, les allées où sont exposés des ustensiles sont bondés, témoignant de l'engouement pour ce rituel de préparation au Ramadan chez les femmes. Venue faire ses achats, elle accorde une importance particulière au renouvellement de sa vaisselle. Pour elle, ce n'est pas une nécessité, mais aussi une façon de faire plaisir à son mari et de marquer le début du Ramadan avec du neuf. Comme chaque année, nous préparons le Ramadan de la même manière. Acheter de nouvelles assiettes, des tasses et d'autres ustensiles fait partie de nos habitudes. Ce n'est pas une question de tendance, mais plutôt une tradition bien ancrée. Nous le faisons pour le plaisir de la famille et pour marquer son moment spécial. Chaque année, il est important pour nous de renouveler notre vaisselle. Entre étalages abordants de marmites flambant neufs, des assiettes soigneusement empilées, les commerçants débordés d'énergie pour attirer les clients. Pour eux, cette période est l'une des plus lucratives de l'année. Mais cette année, la vente est au ralenti. Oui, comme chaque année, les femmes renouvellent leurs ustensiles à l'approche du Ramadan. Mais cette fois, les ventes sont au ralenti. Les clientes ne viennent pas en aussi grand nombre que les années précédentes. En partie parce que beaucoup réutilisent les ustensiles achetés l'an dernier. Il y a quelques changements, mais ils ne sont pas très marquants. L'année dernière, j'avais beaucoup plus de clientes. Mais cette année, elles viennent certes. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas assez d'argent pour acheter comme avant. Le renouvellement des ustensiles de cuisine avant le Ramadan reste une tradition bien ancrée chez de nombreuses femmes, symbole de renouveau et de préparation de ce mois sacré. Toutefois, cette année, la conjoncture freine l'enthousiasme habituel, mettant commerçants et clients face à de nouvelles contraintes. Un mot de sport dans cette édition, c'est pour parler de la 10e édition du marathon du Sénégal. Le marathon qui a répondu aux attentes selon son promoteur Robert Ndiaye veut d'ailleurs mettre le sport au service du tourisme et de la culture à travers cet événement. Il veut atteindre au moins 20 000 participants. Robert Ndiaye, coordinateur du marathon du Sénégal, est ici au micro de Moutagakan. Cet événement, le marathon, ce type d'événement donc est devenu un véritable outil touristique. Et nous sommes dans la Petite Côte qui est en quête d'outils, de nouvelles idées. Okay? Et ça fait partie des nouvelles idées. Un marathon, un participant qui vient à un marathon, il fait statistiquement parlant, il va passer 4 jours dans la localité.
Et donc ces 4 jours-là, le participant qui vient d'Europe par exemple, va les passer dans un hôtel, va manger, va se déplacer, va payer un billet d'avion, etc. C'est l'essence même, n'est-ce pas? C'est l'objectif qu'on essaie de viser en créant cet événement-là. On va avoir fait peut-être 1000 à 1500 participants. Hein. Donc nous, on voulait atteindre 2000 participants. Mais on sait qu'on n'a pas atteint 2000 participants, mais on doit être environ à 1500 participants. Et je vis jusqu'à 20 000 participants. Ici, il faudrait qu'on ait 20 000 participants. C'est facile. Si Dakar Demdik met en service ses cars à Dakar, mais les gens viendront. Et ainsi de suite. Les hôtels ici sont prêts à les accueillir. Imaginez un week-end où tous les hôtels sont pleins. C'est ça qu'on vise. Et je sais qu'avec l'accompagnement de l'État, on peut y arriver. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont venus ont vu beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes se disaient, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Un Allemand de 82 ans est venu au Sénégal pour la première fois juste pour décrocher la médaille finisher. C'est ça, ce nouveau type de tourisme. C'est d'ailleurs cet élément qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente sur le programme sur les antennes d'ITV. L'information se poursuit sur www.imedia.sn. Au revoir.